Préinfo France 1, l'info qui respire, le podcast qui inspire. Sur les routes d'ici ou d'ailleurs, aujourd'hui je reçois Marie Nevers. Marie est médium, elle est également numérologue. Elle est originaire de Bourgogne et habite en région parisienne, précisément à Saint-Maur-les-Fossés. Mère de 2 grands enfants devenus adultes, après son divorce, elle a travaillé dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, elle est assistante de direction. Médium, Marie l'a toujours été. Petite fille, elle passait toutes ses vacances scolaires dans le Morvan chez ses grands-parents, qu'elle adorait d'ailleurs. Son arrière-grand-mère et sa grand-mère maternelle étaient voyantes, tireuses de cartes, canal. Enfant, elle les observait. Elle était à la fois fascinée et apeurée face à ce mystère de voir dans l'invisible et de communiquer avec les défunts. Des cartes, elle en a tiré pendant toute son enfance, pour ses copines, ses copains, sa famille, mais également pour elle. Jeune femme et maman, peut-être moins souvent, bien sûr, à cause de sa vie de famille. Et puis un jour, clin d'œil du destin, un soir de Noël, après le réveillon, dans une ambiance familiale chaleureuse, son frère lui demandera de lui tirer les cartes. Elle déclinera sa demande, prétextant ne pas avoir de jeu. Alors, il lui présentera un simple jeu et il insistera. Elle cédera face à son insistance et depuis, elle ne s'arrêtera plus. Ce simple jeu de 32 cartes deviendra son jeu fétiche, qu'elle utilise entre autres à chaque consultation. Et puis il y a une période où elle s'est interrogée sur le bien fondé de ses facultés extrasensorielles, sur sa crédibilité, sa responsabilité à prédire l'avenir. Et puis un jour, elle rencontre une personne qui lui dit « Si tu as ce don, alors tu n'as pas le droit de ne rien en faire ». À ce moment-là, ces paroles résonnèrent en elle comme un appel de l'humanité. Et ce fut l'acceptation. Lors de ces consultations, au-delà de voir et d'entendre dans l'invisible, elle éclaire, elle guide les personnes qui la consultent tout en leur rappelant que chaque personne a son libre arbitre. Je dirais que Marie est l'œil extérieur qui vous permet de prendre de la hauteur, du recul sur les événements de votre vie. Elle apporte un éclairage bienveillant, elle coach et elle dit sans complaisance ce qu'elle a à vous dire. Elle consulte chez elle ou à distance. Marie adore chanter. Depuis septembre 2021, elle est choriste dans un chœur reconnu qui se produit dans différentes villes de France. Aujourd'hui, cette femme au sourire magnifique, proche de la retraite, souhaite se consacrer pleinement à ses passions, le chant et la médiumnité. Pour conclure et en quelques mots, je dirais que Marie pourrait être le phare au milieu de vos nuits noires de l'âme, la lumière qui vous rassure, qui vous éclaire, là où l'obscurité vous abandonne sans espoir. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Petite fille, comment viviez-vous votre particularité ? Très bien, c'était une chose normale que nous vivions avec mes grands-mères. On avait toujours vu faire ça et que moi j'ai été considérée par les membres de ma famille un peu comme une petite fille originale, un peu dans la lune, un peu dans mon univers, rêveuse, sensible aussi, mais ça m'a jamais posé de problème en fait. Quelle était l'ambiance à la maison ? Alors, c'était une ambiance très bonne. On a toujours été très proches de mes grands-mères. On les voyait très régulièrement. Mon arrière-grand-mère vivant à la maison ensuite, d'ailleurs, je lui ressemblais beaucoup physiquement et je l'adorais. J'étais tout le temps derrière elle, elle était toujours avec moi, enfin à la maison bien sûr, pas à l'extérieur. Les femmes de ma famille ont toujours été considérées comme des pièces maîtresses essentielles, on les respectait beaucoup. Elles étaient très douces, très aimantes et très aimées. On les a gardées auprès de nous jusqu'à leur départ. Aviez-vous des frères et des sœurs ? J'ai 2 grands frères et moi-même. La petite dernière. Quel genre de petite fille étiez-vous ? Étiez-vous surprotégée ? J'avais des parents très ancrés dans la vie, commerçants, donc qui connaissaient tout le monde dans le quartier, des frères qui s'occupaient beaucoup de me surveiller, donc j'avais pas vraiment la capacité d'être libre dans mes mouvements et tout ça, mais ça m'a pas gênée. Moi j'ai toujours été plutôt spirituelle, alors j'étais croyante petite, puis après j'ai arrêté de croire en Dieu, mais j'ai cru en plein d'autres choses, voilà. À vous écouter, j'ai le sentiment que votre enfance a été bercée par l'amour de votre famille. Oui, on m'a beaucoup aimée quand j'étais petite, ado. J'étais une petite fille très gaie, très joyeuse, j'étais aimable, extravertie. Je prenais toujours la vie du bon côté. Il y avait toujours plein de monde à la maison parce que mes parents étaient commerçants. Mon père et mes frères faisaient du rugby, donc il y avait toujours du monde à la maison. Moi, j'avais toujours des amis. La maison, c'était une maison ouverte, table d'hôte, maison d'hôte. Tout était normal, en fait.
Quand vous étiez adolescente, étiez-vous sollicitée par vos amis pour que vous leur tiriez les cartes? Oui, bien sûr, parce que moi je vivais dans une petite ville en province, donc où tout le monde connaît tout le monde. Donc, j'avais énormément de copines, de copains. J'ai toujours été dans une tribu. Alors je parle plus de mes copines parce qu'elles venaient dormir à la maison, elles connaissaient mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marie. Et donc elles ont toujours vu Marie avec un jeu de cartes en train de faire des tours sur la table. Et puis moi, au collège et après au lycée, mes copines, elles étaient demandeuses aussi des tirages. J'étais très empathique. J'ai toujours été la copine à qui on venait demander un conseil, une écoute. Alors je sais pas si j'étais de bons conseils, mais en tout cas, oui, on me demandait toujours et puis on me disait, tu peux pas regarder. À l'époque, quand je faisais des tirages, mais ça voulait rien dire. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si ça avait un impact. Oui, on s'amusait beaucoup et il y avait une forme de mimétisme aussi avec mon arrière-grand-mère. Je la voyais faire, je faisais un peu comme elle. Et puis j'ai toujours été considérée par mes amis comme quelqu'un de fiable et toujours prête à profiter de la vie. Quelle relation aviez-vous avec votre grand-mère et votre arrière-grand-mère? Alors, en fait, elle vivait dans le Morvan, donc moi je passais mes vacances petite fille et puis ensuite même un peu plus grande chez elle dans le Morvan, avant qu'elle ne vienne vivre chez nous parce qu'elle était trop âgée pour rester seule. J'ai toujours vu faire des tirages de cartes avec les voisines, les cousines des cousines, les copines des voisines. Enfin, j'ai toujours vu du monde, des gens qui allaient, qui venaient, qui repartaient. Enfin, quand elle vivait dans une ferme, c'était des paysans, mais mes grands-parents, arrière-grands-parents, je l'utilise au sens noble du terme. J'aimais beaucoup la voir faire. Alors après, j'étais fascinée quand j'étais petite. Enfin, vous vous rendez compte, quand vous êtes une gamine, vous voyez votre grand-mère et arrière-grand-mère qui font ça, avec des gens qui viennent la voir, et que je les entendais parler de ça. Moi, ça me fascinait, ce qui me dépassait, mais j'avais peur à certains moments parce que j'ai vu mes grands-mères faire appel aux esprits. Ça me faisait peur. C'était trop irrationnel pour moi. Je les ai vus de mes yeux, faire tourner des guéridons, parler avec l'au-delà. C'était l'invisible, l'incompréhensible. Je ne suis pas médium spirit, c'est-à-dire quand on me demande, je dis non. Je ne sais pas faire et je ne veux pas, parce que c'est quelque chose de très particulier quand même. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais en tout cas, je n'ai jamais essayé. Voilà. Quels étaient vos rêves de petite fille? Alors moi, j'ai toujours été tournée vers les autres. Donc quand j'étais petite, je voulais faire de l'humanitaire. Et je voulais être psychologue ou sociologue. Et il y avait une fac à Dijon, donc à côté de chez moi, mais je n'ai pas pu faire cette fac de psycho et de sociologie. D'ailleurs, mon prof, à l'époque de philo, avait dit à mes parents, il faut absolument que votre fille aille dans cette voie-là. Mais pour mes parents qui étaient commerçants, issus de familles de paysans, faire de la philo, ou faire de la psycho, ou faire de la sociologie dans les années 78-79, c'était pas le choix de mes parents. Donc je n'ai pas fait ça. J'ai toujours été très très proche des animaux. J'ai appris à marcher en me tenant sur le dos de notre chien de l'époque, qui était un épagneul breton. Je voulais m'occuper des autres. C'est pas ce que j'ai fait, mais quelque part oui, parce que dans mon métier, je suis assistante de direction, donc j'accompagne l'autre, je suis là en le soutien, j'organise tout pour l'autre. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis vraiment à ma place. Quand je donne des consultations à des personnes qui prennent rendez-vous avec moi, je ne suis pas du tout thérapeute, mais il y a une grande part d'écoute bienveillante, de non-jugement, d'accompagnement. Il y a une époque, je me suis formée au coaching, donc j'utilise aussi des modules. Parfois, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui me disent « j'ai reçu un coaching de votre part ». Aujourd'hui, en tant que médium, vous sentez-vous à votre place? Totalement. Je ne crois pas. Je suis sûre, je sais que je suis à ma place. Je pense que je me suis incarnée dans cette vie-là pour venir en aide aux autres, pour accompagner, pour soutenir, pour écouter, pour prendre l'autre par la main. Et je suis très heureuse quand je fais ça. Vraiment, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je joue pas un rôle, c'est moi. Je mets beaucoup d'éthique, beaucoup de responsabilité. Je suis très 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 heureuse. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie, Marie? Les autres, avec un grand A majuscule. Mon moteur à moi, c'est la joie. C'est la joie, c'est le partage, c'est être ensemble. Moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'apporter aux autres, j'ai besoin que les autres m'apportent. J'ai besoin de connexion avec la nature, avec les animaux, avec le vivant. C'est la danse, c'est le chant, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble. C'est créer, c'est la créativité, c'est faire partie d'un tout aussi.
Enfin, pour moi, la vie, elle est faite pour être partagée. Quand je ne partage pas, je trouve que ça manque de saveur. C'est ça qui m'attire. Moi, je peux faire des beaux voyages toute seule, ça m'intéresse pas. J'ai pas du tout l'âme d'une solitaire. Je me vois pas partir au bout du monde toute seule. Ça n'a aucun intérêt pour moi et aucun sens. C'est être ensemble, voilà, et partager. Votre deuxième passion est le chant. Pourriez-vous nous en dire plus ? Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert à quel point le chant peut procurer de la joie. Je ne le savais pas. Le chant m'apporte énormément de joie. Alors moi, je fais partie d'un chœur de 800 choristes. C'est les autres, on est tous ensemble, tout seul, on n'est rien. Enfin, tout seul, je ne suis rien. Je ne vais pas chanter toute seule devant 8000 spectateurs comme on l'a fait à Orange au mois de juin. Ça ne m'intéresse pas de le faire toute seule. Ce qui m'intéresse, c'est de le partager, d'échanger, d'être là, de vibrer ensemble, d'explorer ensemble aussi, d'apprendre ensemble et puis de partager cette joie immense, de faire plaisir à un public, de se faire plaisir. Parce que le chant, c'est la voix, et la voix ne trompe pas. On ne peut pas tricher avec sa voix. Pour moi, la voix, c'est le reflet de l'âme. Le cœur dans lequel je suis, c'est 800 personnes qui donnent tout, qui sont tournées tous vers le même désir, c'est chanter le mieux possible, se faire plaisir aux gens qui sont là, et faire partie de cette joyeuse troupe, c'est hyper important pour moi. Et on crée des relations, on crée des amitiés, on crée des camaraderies. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui sont en train de devenir des copines, des amis, des copains. On est là les uns pour les autres. Oui, des fois on chante bien, des fois on chante moins bien, mais c'est pas grave, on est tous ensemble. Même si à un moment donné, j'ai un blanc parce que j'ai oublié, ce qui n'est pas le cas, mais ça peut arriver, ou ma voix est fatiguée, c'est pas grave, je suis portée par le groupe. On a une connexion les uns avec les autres, et c'est juste, et on donne le meilleur de nous-mêmes, et c'est une grande satisfaction. Serait-ce le bonheur ? Oui, parce que c'est aussi, moi j'adore m'inscrire dans un projet artistique et humain, et peut-être même avant tout humain. Je ne sais pas si le bonheur existe, mais je sais que les moments de bonheur existent. Et il y a des gens, par exemple, dans ce chœur où on est quand même 800, j'ai échangé avec certaines personnes, des personnes d'Aix-en-Provence, des personnes de Lyon, des personnes de Dijon. Il y a des personnes qui sont dans ce chœur parce qu'elles n'ont aucun autre contact dans leur vie. Ce sont des personnes qui vivent seules, des personnes d'un certain âge qui ne travaillent plus. Mais c'est extraordinaire quand même pour ces personnes-là de faire partie de ce grand tout et d'éprouver autant de joie parce que c'est... Non seulement on en voit tout quand on est sur scène, mais en dehors de la scène, on rigole. Puis c'est dur, et puis on est ensemble, et puis on supporte, et puis on va boire un coup après ou un coup avant, et puis on est là tous ensemble. C'est ça le bonheur, c'est des petites choses. Je ne sais pas si c'est le bonheur, mais c'est des moments de grâce. Et parce que aussi, le bonheur, c'est des choses pour moi qui sont très simples. Pour moi, le bonheur n'est pas matériel. Le bonheur est éphémère, le bonheur est surtout constitué de moments, d'instants. Je m'en fiche. J'ai eu des choses très belles à un moment dans ma vie parce que j'étais mariée avec un homme qui gagnait beaucoup d'argent, mais mon bonheur n'était pas là. Je me suis séparée de cet homme, donc mon bonheur n'était pas matériel. Et mon bonheur n'est toujours pas matériel. Mon bonheur, c'est d'avoir un bel échange avec un ami, c'est aller marcher parce que je suis proche de la nature, être assise dans le sable et regarder la mer. Échanger, ça peut être un échange de cœur à cœur, ça peut être un hug avec quelqu'un, ça peut être aussi avec mon amoureux, mes enfants, des amis qui vont me confier les choses, à qui je vais parler. Ça peut être aussi un moment avec moi, parce que je n'ai pas besoin d'être en permanence avec d'autres. Ça peut être aussi de me sentir en paix et de me sentir très alignée. C'est aussi de me dire que mes enfants sont heureux, en bonne santé. C'est d'être aimé aussi, parce que l'amour pour moi est essentiel. Et puis surtout, le bonheur, il n'est pas à l'extérieur de nous, le bonheur, il est en nous. Votre fille disait enfant qu'elle avait une maman qui avait la chance de lire dans le grand livre de l'univers. Quelle est cette chance pour vous et comment la définiriez-vous ? En fait, c'est vrai qu'Élodie, donc ma fille, a évoqué ça. Elle était petite, elle devait avoir 10 ans, je sais pas. Elle a des copines, elles étaient à la maison et puis elle me voyait faire. Et un jour, elle a dit, oui, ma maman, elle peut lire dans le grand livre qui est tout là-haut dans le ciel où tout est écrit. Et quelque part, je trouvais que c'était assez juste. Par rapport à cette chance, oui, c'est une chance parce que c'est un don que j'ai hérité en fait de mes grands-mères maternelles. Et c'est une grande chance pour moi parce que ça me permet d'accompagner des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de prendre du recul sur une situation que je ne connais pas au départ. Mes entités vont m'envoyer des messages pour ces personnes et puis je vais pouvoir les accompagner, leur faire prendre un peu plus de recul, de distance, y voir plus clair. Ça me rend fière, ça me rend heureuse, ça me rend singulière, bien sûr. Et puis un jour, un monsieur qui était venu pour une consultation, il m'avait dit « Marie, vous avez été un phare au milieu de la mer. » Et ça fait du bien. C'est quand même une grande chance d'avoir ça en soi, comme d'autres ont la chance de pouvoir dessiner, peindre,
écrire de la musique, danser. Enfin, je me dois d'en être fière. Moi-même, moi je consulte aussi quand j'ai besoin d'y voir clair. Parce que plusieurs fois dans nos vies, on se pose des questions, bien sûr. Comment ce travail se perfectionne les dons? En fait, je suis numérologue aussi. Je me suis formée à la numérologie. C'est-à-dire que la numérologie, c'est l'étude de la vie d'une personne avec des calculs qui sont faits à partir de sa date de naissance et à partir des lettres du prénom et du nom. Donc ça s'apprend. Comme je suis médium pur, c'est-à-dire que je me connecte à mes entités et on m'envoie des informations pour la personne, ça ne s'apprend pas. C'est un don. Moi, j'ai pas appris, c'est un don. Oui, je dirais que le plus je travaille mon don, meilleur je suis. Je n'ai jamais eu de doute. Je me fais confiance parce que je me suis rendu compte au fil du temps, mes prédictions, mes visions, ce que j'entends, ce qu'on me dit, ce que je perçois sont de plus en plus précis. Je suis persuadée que plus le temps passe, plus mes dons s'affinent, sont clairs, ils se précisent, ils se perfectionnent. Parce que comme je viens de le dire, je me fais confiance. Je suis dans mon cœur, j'ouvre la séance, je me connecte à l'univers, au grand livre. Comme disait ma fille, je suis à ma place et je laisse l'ouverture se faire. Donc concentrée sur ce que j'ai à faire, à l'écoute des messages qu'on m'envoie. J'ai appris avec le temps à être connectée pour la personne qui est en face de moi et puis ça fonctionne très très bien. Jamais depuis plus de 25 ans que je fais ça, on m'a jamais dit non Marie vous êtes à côté de la plaque, jamais. Ça ne s'est jamais produit. Moi je suis canal, plus je m'écoute, plus je me fais confiance, plus je fais confiance à mes entités ou à l'univers, meilleur je suis. Vous arrivez à l'aube de votre retraite, comment avez-vous traversé l'océan de votre vie? J'ai traversé des tempêtes, des tsunamis, j'ai vogué sur des mers plus calmes, comme tout le monde, élevé mes enfants quasi toute seule. Tout ça, c'est tout à fait normal, c'est juste la vie. Comment j'ai fait? J'en sais rien. En fait, si aujourd'hui, parfois, je me dis, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Parce que quand on est une mère avec des enfants, on y va, quoi. On se pose pas de questions. Après, j'ai des amis hommes qui ont élevé leurs enfants tout seuls, c'est la même chose. Alors après, je pense qu'il faut une force aussi mentale, une force intérieure qui est là. J'ai jamais baissé les bras. Je suis quelqu'un de très très positif et optimiste. Alors ça, je le dois aussi à mes grands-mères, parce que mes grands-mères étaient comme ça. À la fois résiliente, à la fois forte, mais à la fois sensible, combative aussi. Parce qu'il y a eu des moments où je me suis retrouvée à terre. J'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis c'est pas fini parce que, évidemment, c'est le chemin d'une vie, mais j'ai appris la résilience. Et j'ai appris aussi à ne pas me faire de soucis pour quelque chose qui n'arrivera sans doute jamais. Et ça a changé ma vie, vraiment. Je lance à l'univers des choses, après je l'espère, les choses elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas forcément comme je l'avais imaginé, ça c'est tout à fait classique. Une fois que les choses arrivent, je les gère et je trouve des solutions. Vous dites que chacun a son libre arbitre. Pour vous, est-ce que l'avenir est écrit? Je pense, oui, que le destin existe. Je crois au destin. Je crois que les choses sont écrites dans le grand livre de l'univers. Et moi, avec ma petite échelle, je monte lire dans le grand livre de l'univers, comme disait ma fille. Parce que sinon, comment je ferais pour savoir ce qui est écrit pour la personne en face de moi? Parce que moi, ce que je vois quand une personne est en face de moi, en visio ou en présentiel, c'est la finalité. Ce sont les grandes lignes. Après, comment la personne, elle fait pour arriver à la finalité? Elle a son libre arbitre. Moi, je dis souvent que la vie, c'est comme l'autoroute. On doit tracer tout droit. Et dans la vie, c'est pareil. Moi, le passé est derrière moi, je ne me retourne jamais. Le futur, il n'existe pas encore, c'est le moment présent. Et ça, pour moi, c'est le destin, c'est la route, c'est le chemin. Mais on a notre libre arbitre. Pour moi, mais je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est juste ma vision à moi, ma croyance, c'est que on a des bretelles de sortie sur l'autoroute. On peut prendre la bretelle 12. C'est notre libre arbitre. Je choisis de prendre la bretelle 12. Alors peut-être que c'est une très jolie bretelle qui va m'emmener sur un très joli paysage, et ce sera très bien, c'est-à-dire que j'aurai fait un bon choix, qui sera peut-être pas un choix définitif, mais qui sera un choix de rouler sur cette jolie route pendant un certain temps et de faire un bout de chemin que j'aurais choisi, mais parfois c'est pas la bonne bretelle. Et donc le choix n'est pas le bon, et on s'en rend compte, la vie est suffisamment coquine pour nous faire bien comprendre qu'on n'a pas fait le bon choix. Là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le rond-point suivant, on fait demi-tour et on revient sur l'autoroute et on continue à tracer. Vous prenez des décisions, votre vie vous appartient, vous êtes créateur de vos vies. C'est pas parce que moi je vous dis, vous allez trouver un travail et vous allez changer de travail, ou si vous faites rien, il va rien se passer. Chaque personne, pour répondre à la question, si elle ne suit pas la bonne trajectoire, elle va s'en rendre compte. Quand on fait un mauvais choix, on s'en rend compte. Et donc, on rectifie. Me concernant moi,
Bien sûr que c'était écrit que je devais être médium, avec une grand-mère cartomancienne voyante, une arrière-grand-mère également. C'est génétique, que je dois être dans l'accompagnement, que je dois guider les autres. Alors pour le coup, j'ai pas choisi, j'ai pas décidé. À chaque fois que j'ai voulu tenir ça loin de moi, ça me revenait comme un boomerang. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui me faisait dire oui, c'est ça que tu as à faire. Comment travaillez-vous? Comment se passe une consultation? Alors j'ai un site internet, bien sûr, et il y a de plus en plus de personnes qui me trouvent sur internet, qui cherchent, qui tapent médium ou voyance à Saint-Maur-des-Fossés, puisque c'est là où je vis, et qui tombent sur moi. Sinon, je travaille avec le bouche à oreille. Et j'aime bien travailler par le bouche à oreille parce que ce sont des personnes qui parlent de moi à d'autres personnes. Quand une personne arrive, je ne sais rien de cette personne et je ne veux rien savoir. Je connais son prénom et son numéro de téléphone. Quand je commence une consultation, je demande toujours qui vous a donné mon contact, comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi. Je ne pose absolument jamais aucune question. Une consultation dure à peu près une heure et quart. La personne s'installe, elle est chez elle ou bien elle est à mon cabinet, ça dépend. Et je demande à la personne de faire le vide en elle, de couper son téléphone, ou de m'enregistrer si elle le souhaite. Et je me connecte à mes entités, à mes anges, à l'univers, et je demande l'ouverture pour une consultation. En fait, c'est comme si j'appuyais sur le bouton de la lumière. À partir du moment où je décide de me connecter pour qu'on m'envoie des informations pour cette personne, je reçois des informations. Ça peut être des images, des sons, des lieux que je décris. Je suis clairvoyante, donc je vois des choses. Je suis clairaudiente, donc j'entends des choses. Je peux donner des prénoms. On m'envoie toutes ces choses-là pour la personne qui est en face de moi. Je fais attention aux mots que j'emploie parce que pour moi, les mots ont un sens. Je dis tout. Je ne suis pas complaisante. Je peux très bien dire des choses que la personne n'a pas envie d'entendre. Écoutez, c'est pas grave, elle est venue. Elle a pris rendez-vous avec moi, c'est pour que je la fasse avancer sur son chemin. Alors je commence aussi toujours la consultation par regarder en quelle année elle est, puisque comme je suis numérologue, je regarde juste ça. Pour savoir en quelle année elle est dans son cycle de 9 ans, ça lui donne une indication, ça me donne aussi à moi une indication, et c'est toujours juste. J'explique un tout petit peu mon parcours, parce que des personnes qui n'ont pas vu mon site non plus. Les premières minutes, c'est moi qui parle, je ne pose pas de questions, on m'envoie des messages, je les donne à la personne. Puis ensuite, on échange. La personne, elle me pose des questions. À ce moment-là, moi, si j'ai des réponses qui me viennent de là-haut, je donne des réponses. Et puis, on fait toujours un tirage parce que les personnes, elles aiment bien. Et j'ai 2 jeux que j'ai depuis des décennies. Et jusqu'au bout de ma vie, j'aurai ces 2 jeux et pas un autre. J'ai un jeu de 32 cartes. Ce jeu-là, c'est un jeu court qui donne des indications sur les, on va dire, 18-24 mois à venir. Qui va confirmer les indications qu'on m'a envoyées, les messages que j'ai reçus, ce que j'ai ressenti, les visions que j'ai eues, tout ça. Et puis ensuite, j'ai un autre jeu de 63 cartes qui est un oracle qui s'appelle l'oracle G. Et avec cet oracle G, on va confirmer, mais on va aller plus dans le détail, on va voir plus de choses et surtout, on va voir beaucoup plus loin. C'est un jeu qui va sur des années. Voilà, et je ne suis pas dans le mental du tout. Tout ce que je dis, c'est que ça passe par mon tuyau, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis médium canal. Une fois que la personne, alors évidemment, elle me pose toutes les questions qu'elle veut, parfois elle me montre des photos, parce que je suis très forte avec les photos. On me montre une photo, je peux décrire la personne, le caractère, le tempérament. Je peux voir, par exemple, il y a des gens qui me montrent des CV, parce que j'ai des chefs d'entreprise aussi qui me consultent. Dernièrement, c'est une personne qui est venue avec des papiers juridiques. Il y a plein de choses, donc on fait le tour de la question vraiment. Je ne veux pas que la personne reparte avec la moindre question qui n'ait pas été élucidée. Une fois que j'ai terminé, moi je ferme ma séance. C'est comme si je rappuyais sur le bouton de la lumière s'éteint, je ne suis plus connectée et j'oublie ce que j'ai dit à la personne. Jamais de ma vie je me suis dit ah mince, j'aurais dû dire ça. Non, je me sens après une consultation, je me sens contente parce que les personnes sont contentes, je le vois, je dis ça m'a fait du bien. Et moi je suis contente quand je fais du bien aux autres. C'est jamais anodin une consultation, ça laisse jamais personne indifférent, jamais. Je les aide à y voir un peu plus clair, tout simplement, quoi, c'est tout. Comment peut-on vous contacter? En allant sur le site, soit on m'appelle en direct en me disant voilà, je veux prendre rendez-vous avec vous, soit on remplit un petit formulaire avec juste son nom, son téléphone et puis
Il y a 2 formules, il y a une demi-heure ou 1 heure en disant voilà, je veux prendre rendez-vous pour 1 heure ou une demi-heure. Moi, je réponds. Les personnes doivent régler leur consultation au préalable pour consolider le rendez-vous, bien sûr. Puis après, c'est moi qui rappelle les personnes. On fait ou une visio ou par téléphone ou parfois en présentiel. Et il faut prévoir 1 heure, 1 heure et quart. Nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie Marie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie Sophie parce que c'était vraiment un très joli moment, un bel échange, de me laisser la possibilité de parler de qui je suis et puis peut-être d'interpeller des personnes qui seront envieuses de faire une consultation avec moi et j'en serai ravie. Au revoir Marie. À bientôt Sophie. Merci beaucoup. C'était Sophie Salio-Marie sur les routes d'ici ou d'ailleurs, Créinfo France 1.